La veille de mon opération, je me tenais dans ma chambre, préparant mon petit sac pour la nuit. Mon téléphone était sur haut-parleur à côté de moi, et la voix de Vanessa emplissait la pièce comme un vent glacial et tranchant. Elle avait l'air agacée dès le début. « Annule, c'est tout ?» a-t-elle dit, comme si c'était la chose la plus simple au monde. « J'ai déjà payé mon voyage entre filles. Tu peux garder les enfants. Ce n'est pas si grave. » J'ai marqué une pause, mes chaussettes à la main. « Vanessa, je ne peux pas reporter à nouveau. Le médecin a dit que c'était important. » Elle a soupiré bruyamment. « Tu dramatises. C'est une intervention de routine. Mes enfants n'ont personne d'autre. Tu le sais. » Son ton me transperçait. Ce n'était pas la première fois qu'elle traitait ma vie comme quelque chose qu'elle pouvait réorganiser à sa convenance. « J'attends depuis des mois, » ai-je dit doucement. « Physiquement, je ne peux pas annuler. » Elle n'a même pas fait semblant de s'en soucier. « Si tu aimais vraiment cette famille, tu prendrais tes responsabilités quand on a besoin de toi. » Ma poitrine s'est serrée. J'ai réessayé. « Ness, c'est une opération chirurgicale. Je dois y être. » Silence. Puis sa voix est devenue glaciale. « Très bien. Soit tu les gardes, soit ne m'appelle plus jamais famille après-demain. » Elle a raccroché et je suis resté là, à fixer mon sac à moitié fait, sentant quelque chose se briser en moi. Je me suis assise sur le bord de mon lit, le téléphone toujours serré dans ma main, fixant le mur blanc. Ma poitrine était oppressée, et pas seulement par la peur de l'opération. Les mots de Vanessa tournaient en boucle dans ma tête comme un écho cruel. Elle avait toujours fait ça. Me traiter comme le parent de secours, la paire de bras supplémentaires. Je me suis souvenu de toutes les fois où j'avais tout laissé tomber pour elle. M'absenter du travail, annuler des projets, quitter des rendez-vous galants plus tôt, même manquer mes propres rendez-vous de suivi juste parce qu'elle avait besoin d'aide. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un message dans la conversation de groupe familial de ma mère, Patricia. Les enfants passent avant tout. Ton intervention peut attendre. Mon estomac s'est noué. J'ai fait défiler la conversation, voyant de vieux messages que j'avais oubliés. Maman me demandant de garder les enfants juste quelques minutes, et ces quelques minutes se transformant en après-midi entiers. Vanessa remerciant tout le monde sauf moi. Plus d'une fois, on m'avait dit d'arrêter de tout ramener à moi. Une boule s'est formée dans ma gorge. Je me suis essuyé les yeux, mais les larmes continuaient de couler. Pas à cause de la douleur dans mon corps, bien qu'elle soit toujours là, mais parce que je voyais enfin la vérité. Ma santé, mon temps, ma vie avait toujours été la chose la plus facile à sacrifier pour eux. Et d'une manière ou d'une autre, j'avais laissé faire. Depuis 4 ans. Le lendemain matin, j'étais assise dans le bureau calme du docteur Alvarez, la lumière vive au-dessus de moi rendant tout net et sérieux. Il tenait mes scanners dans ses mains, les feuilletant lentement. Son visage ne changeait jamais beaucoup, mais aujourd'hui, ses sourcils étaient froncés. « Votre état a empiré depuis l'année dernière », a-t-il dit doucement. « Reporter à nouveau pourrait causer des dommages à long terme. » J'ai essayé d'en rire. « Je vais bien. Je peux gérer. » Il n'a pas souri. « Ce n'est pas quelque chose à gérer. Vous souffrez depuis trop longtemps. » J'ai dégluti avec difficulté. Il a sorti un formulaire. « Qui vous ramènera chez vous et restera avec vous après ?» J'ai hésité. Trop longtemps. Il a levé les yeux. « Vous n'avez personne ?» J'ai ma sœur, ai-je dit. Il a hoché la tête mais n'avait pas l'air convaincu. « Et elle est fiable ?» Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Son froncement de sourcils s'est accentué. « Ce n'est pas de la chirurgie esthétique, d'accord ? C'est sérieux. » Il a placé un stylo dans ma main. « Vous devez inscrire une personne de confiance comme contact d'urgence. Si quelque chose d'inattendu se produit, elle devra prendre des décisions. » Ma main tremblait en écrivant le nom de Vanessa. Elle n'était pas fiable. Elle ne me soutenait pas. Elle n'était même pas gentille. Mais c'était tout ce que j'avais. « Bien, » a-t-il dit à voix basse. « Espérons que nous n'aurons pas besoin de l'appeler. » Mon cœur s'est serré. L'espoir ne me semblait soudainement plus suffisant. Cet après-midi-là, Vanessa s'est présentée à mon appartement sans prévenir. Elle n'a pas frappé.
Elle a simplement poussé la porte et est entrée comme si elle était chez elle. Ses enfants ont couru derrière elle, bruyants et excités, laissant leurs chaussures partout. « Je venais juste prendre de tes nouvelles », a-t-elle dit, mais ses yeux roulaient déjà au ciel. En quelques minutes, elle est passée de la fausse inquiétude aux tactiques de culpabilisation. « Mon voyage n'est pas remboursable. Tu sais, je n'ai jamais l'occasion de me détendre. Je mérite ce week-end. » J'ai hoché faiblement la tête. « Je sais, mais je ne peux vraiment pas annuler. » Ma nièce m'a tiré le bras. « Tati, tu viens dormir chez nous ?» J'ai forcé un sourire. « Pas cette fois, ma chérie. » La voix de Vanessa est devenue froide. « Tu le fais exprès. Tu te fais toujours passer pour une victime quand j'ai besoin de toi. » Quoi? Ce n'est pas vrai. S'il te plaît. Tu aimes attirer l'attention. Tu fais passer ta petite intervention pour une question de vie ou de mort. Une douleur aiguë m'a transpercé le flanc, mais j'ai gardé une voix stable. Ness, c'est une opération. Je pourrais tomber très malade. Elle a croisé les bras. Ce n'est pas comme si tu allais mourir sur la table d'opération. Ces mots m'ont frappé comme une gifle, car au fond, c'était exactement ce dont j'avais peur. Et elle ne le voyait même pas. Cette nuit-là, mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer. Je ne voulais pas regarder. Je savais déjà que ça me ferait du mal. Quand j'ai finalement vérifié, mon estomac s'est noué. Vanessa avait écrit un long message dans la conversation de groupe familial. Certaines personnes ne pensent qu'à elles-mêmes. Imaginez faire passer vos propres désirs avant des enfants qui vous admirent. En quelques minutes, des réponses de soutien ont rempli l'écran. Tu as raison, Vanessa. Les enfants devraient toujours passer en premier. Tellement égoïste, a ajouté maman. Certains sacrifices font simplement partie du rôle de fille et de tante. Une fille, une tante, mais jamais une personne. J'ai fait défiler les messages, lisant les émojis de cousins, les parents hochant la tête numériquement, même une tante d'un autre état qui disait que je devais grandir. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai fait une capture d'écran, sans même savoir pourquoi. Peut-être qu'une partie de moi avait besoin d'une preuve. Pas pour eux, pour moi. Peut-être que je suis vraiment seul là-dedans, ai-je murmuré dans la pièce vide. Les mots pesaient lourdement dans l'air. Et pour la première fois depuis longtemps, je les ai crus. Mes mains tremblaient encore quand j'ai finalement tapé un message en retour dans le groupe de discussion. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Pour une fois, je ne suis pas restée silencieuse. J'ai écrit lentement, clairement. J'ai un problème de santé qui s'aggrave. Mon médecin m'a prévenu de ne plus reporter l'opération. J'aime les enfants, mais je n'annulerai pas une intervention nécessaire pour faire du babysitting. J'ai fixé les mots, terrifié, puis j'ai appuyé sur envoyer. Ça n'a pas pris longtemps. Vanessa a appelé instantanément. Dès que j'ai répondu, elle a explosé. Tu te moques de moi? Tu m'as mise dans l'embarras devant toute la famille. Tu m'as fait passer pour une mauvaise mère. J'ai essayé de rester calme. Je n'ai fait que dire la vérité. Oh, s'il te plaît, a-t-elle lancé. Tu joues à la victime. Je t'ai demandé une chose. Une seule, et tu en fais tout un drame. Elle a continué à fulminer, parlant par-dessus tout ce que j'essayais de dire. Je n'avais jamais entendu autant de fureur dirigée contre moi, simplement pour avoir dit non. C'était comme si elle croyait que je n'existais que pour la servir. Au milieu de ses cris, quelque chose en moi s'est durci. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille, j'ai fixé son visage en colère sur l'écran, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai raccroché. J'ai regardé mon reflet sur l'écran noir. Je ne reconnaissais même pas la version de moi qui avait enfin dit non. Plus tard dans la nuit, on a frappé sèchement à ma porte. Quand j'ai ouvert, mes parents étaient là. Patricia avait l'air irritée, Henri avait l'air inquiet. « Il faut qu'on parle », a dit maman, me bousculant avant même que je me sois écarté. Papa a suivi en silence. Ils se sont assis sur mon canapé comme s'ils organisaient une sorte d'intervention. « Tu exagères tout », a commencé maman. La famille devrait parfois faire des concessions. J'ai tendu mes résultats de laboratoire, mes formulaires de chirurgie. Maman, ce n'est pas facultatif. C'est sérieux. Elle a balayé les papiers d'un revers de main.
Les médecins exagèrent toujours pour avoir plus d'argent. Ma gorge s'est serrée. Ce n'est pas une exagération. Papa s'est penché en avant. Ma chérie, que se passe-t-il exactement si tu annules à nouveau? Sa voix n'était pas en colère, juste effrayée. J'ai dégluti avec difficulté. Le médecin a dit que ça pourrait affecter mes organes. Ma fertilité. Je pourrais souffrir pour toujours. Le visage de papa s'est décomposé. L'expression de maman a à peine changé. Henri, a-t-elle dit. Elle fait paraître ça pire que ça ne l'est. Vanessa a besoin d'aide. Les enfants ont besoin de quelqu'un. Papa a tourné la tête brusquement vers elle. Pat, c'est une opération, pas un détartrage. La pièce est devenue silencieuse. Puis, papa s'est tourné vers moi, la voix douce. Si je prenais un congé, si je gardais les enfants, est-ce que ça arrangerait les choses? Pour la première fois, une petite étincelle d'espoir s'est allumée en moi. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Papa a dit qu'il essaierait de réorganiser son emploi du temps pour pouvoir aider à garder les enfants si cela devenait absolument nécessaire. J'ai senti mes épaules se détendre de soulagement. Ce n'était pas un plan parfait, mais c'était quelque chose. Maman a croisé les bras. Je verrai ce que je peux faire, a-t-elle marmonné, montrant clairement qu'elle pensait toujours que je devrais reporter. J'ai appelé Vanessa ensuite. Elle n'a pas répondu. À la place, elle a envoyé un court texto. On trouvera une solution. Pas d'excuses. Pas de compréhension. Juste ces 4 mots vagues qui m'ont tordu l'estomac. Qu'est-ce que une solution signifiait? Qu'est-ce qu'elle préparait? J'ai essayé de respirer profondément et de me concentrer à nouveau sur ma valise. Mon sac d'hôpital était ouvert sur le lit, à moitié plein. J'ai plié mon pyjama, mis mon chargeur de téléphone à l'intérieur, puis je me suis assise et j'ai fixé le sac comme s'il pouvait soudainement décider de tout pour moi. L'offre de papa résonnait dans mon esprit. Peut-être que les choses se passeraient enfin bien. Peut-être que pour une fois, quelqu'un serait là pour moi. Mais l'espace silencieux dans ma poitrine où la confiance aurait dû se trouver semblait vide. Je ne pouvais pas me défaire du sentiment que demain, le jour de mon opération, les choses n'iraient pas comme prévu. Et j'avais raison. Tellement douloureusement raison. Le lendemain matin, le soleil n'était même pas encore levé quand je me suis habillé. Je portais des vêtements amples par-dessus la blouse d'hôpital que je devrais enfiler. J'essayais de rester calme. J'ai vérifié mon téléphone. Aucun message de Vanessa. Aucune nouvelle de mes parents. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai attendu mon transport. Puis, bam, bam, bam. Quelqu'un martelait ma porte. Avant que je puisse l'atteindre, Vanessa a fait irruption, traînant ses enfants derrière elle. Des sacs de voyage ont volé sur mon canapé. Les enfants ont couru à l'intérieur comme si c'était leur deuxième maison. Quoi? Vanessa, qu'est-ce que tu? Elle m'a interrompu. Papa a dit qu'il ne se sentait pas bien. Maman a dit qu'elle ne pouvait pas s'en occuper seule. Donc, c'est toi. Je dois y aller ou je vais rater mon vol. Mon cœur s'est effondré. Je me fais opérer dans moins d'1 heure. Elle a haussé les épaules. Appelle l'hôpital et reporte. Ils le font tout le temps. Non, ce n'est pas vrai, ai-je répliqué. Tu sais bien que non. Elle a attrapé son sac à main et s'est dirigée vers la porte. Je ne peux pas gérer ça maintenant. Garde-les juste jusqu'à mon retour. Tu me dois bien ça. Te devoir quoi? Mais elle était déjà dehors. La porte a claqué si fort que le cadre a tremblé et sa voiture a démarré en trombe du parking pendant que je restais figé, une blouse d'hôpital dépassant dessous mes vêtements et 2 petits enfants me regardant, attendant. La panique m'a frappé si vite que je me suis senti étourdi. Mes mains tremblaient en attrapant mon téléphone. J'ai appelé papa, directement sur sa messagerie vocale. J'ai réessayé. Rien. Maman a répondu dès la première sonnerie. Maman. Ness a déposé les enfants ici. Je me fais opérer dans. Je ne peux pas m'en occuper seul, m'a-t-elle coupé. Sois juste raisonnable. Raisonnable? Comme si risquer ma santé était le choix logique. Pendant un instant, j'ai failli le faire. J'ai failli appeler l'hôpital pour annuler. Mon estomac s'est tordu,
ma poitrine me faisait mal, et de vieilles habitudes murmuraient que mes besoins n'avaient pas d'importance. Mais alors je me suis souvenu de l'avertissement du docteur Alvarez, du sérieux dans sa voix, de la façon dont il avait dit dommage à long terme. Je ne pouvais pas refaire ça. Je ne le ferai pas. En désespoir de cause, j'ai appelé Myriam, ma voisine et amie. Elle a décroché instantanément. Qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai tout raconté en vitesse. Elle n'a pas hésité. J'arrive tout de suite. Prépare-toi. Tu vas à cet hôpital. Je m'occupe des enfants. Mes genoux ont failli flancher. Quand elle est arrivée, elle m'a serré fort dans ses bras et m'a dit, assez. Tu comptes aussi. Quelques minutes plus tard, elle me conduisait à l'hôpital pendant que j'envoyais un texto d'une seule ligne à Vanessa. Les enfants sont en sécurité. Je vais quand même me faire opérer. Puis j'ai retourné mon téléphone. Et finalement, je me suis choisi. Sur le chemin de l'hôpital, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, même en mode silencieux. Des notifications s'affichaient sur l'écran. Des messages vocaux de maman, de longs textos de cousins, le nom de Vanessa apparaissant encore et encore. La culpabilité, la pression, la colère. Tout essayait de me faire reculer. Myriam a jeté un coup d'œil à mes mains tremblantes. Tu n'es pas obligé de lire tout ça, a-t-elle dit doucement. Tu as le droit de respirer maintenant. J'ai pris une profonde inspiration et je l'ai finalement fait. J'ai mis la conversation de groupe familial en sourdine. Puis j'ai activé le mode ne pas déranger. Le silence m'a semblé étrange au début, presque trop grand. Mais après quelques minutes, il m'a semblé paisible. C'était comme quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Nous sommes entrés dans le parking de l'hôpital et juste au moment où je détachais ma ceinture de sécurité, une dernière notification s'est glissée. L'aperçu du message de maman. Si quelque chose tourne mal, ne t'attends pas à ce qu'on accourt. Ma gorge s'est serrée, mais Myriam a posé une main sur mon épaule. Ignore-le. Tu ne traverses pas ça seul. Je suis là. Ces mots m'ont ancré. À l'intérieur de l'hôpital, tout s'est enchaîné rapidement. Enregistrement, paperasse, tension artérielle pour la préparation. Mon esprit était confus, mais une chose restait claire. Pour la première fois, je me choisissais, même si ça faisait mal. Dans la salle de préopération, l'air froid me mordait la peau alors que je mettais la blouse d'hôpital. Des machines bipaient doucement et les infirmières se déplaçaient avec des gestes calmes et experts, mais mes mains ne voulaient pas s'arrêter de trembler. Le docteur Alvarez est entré, son expression s'adoucissant en voyant mon visage. Nerveuse, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête, incapable de mentir. Il a vérifié mon dossier, puis m'a regardé à nouveau. Une peur normale avant l'opération. J'ai dégluti avec difficulté. Pas exactement. Je lui ai tout raconté sur la dispute pour le babysitting, la conversation de groupe familial, l'embuscade de la dépose des enfants, et à quel point j'avais été proche d'annuler. Pendant que je parlais, sa mâchoire s'est crispée. C'est extrêmement préoccupant, a-t-il dit. On ne devrait jamais vous pousser à retarder quelque chose d'aussi sérieux. Il a revérifié mes contacts d'urgence. Si quelque chose d'inattendu se produit, nous avons besoin de quelqu'un qui comprend la gravité de la situation. Êtes-vous sûr que votre sœur peut gérer ça? Mon cœur s'est serré. Je ne sais pas. Il a ajouté 2 autres numéros à mon dossier, y compris celui de Myriam. Si votre famille ne prend pas cela au sérieux, je le ferai, a-t-il dit fermement. Votre travail maintenant est de rester calme. Une infirmière est venue avec des couvertures chaudes et m'a enveloppé comme dans un cocon. Pour la première fois de la matinée, je me suis senti un tout petit peu en sécurité, un tout petit peu vu, même si ma propre famille en était incapable. L'anesthésiste est entré, joyeux mais concentré, et a commencé à préparer la perfusion. Je me suis allongé, fixant les dalles du plafond, chaque petit carré me rappelant combien de personnes avaient probablement été allongées ici, effrayées, tout comme moi. L'infirmière m'a tenu la main pendant que l'aiguille entrait. Mon corps tremblait. Respirez profondément, a-t-elle dit doucement. J'ai essayé, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était le nombre de fois où j'avais fait passer les besoins de ma famille avant les miens. Tous les moments où j'avais ravalé la douleur, caché les symptômes, souri à travers la souffrance pour que personne ne pense que je dramatisais.
Est-ce que tous ces sacrifices menaient à ça? Être abandonné le matin de mon opération. La voix de Myriam résonnait dans mon esprit. Tu as le droit de compter. Cela m'est resté alors que le médicament commençait à se diffuser dans mes veines, lourd et chaud. Ma dernière pensée claire fut une simple prière. S'il vous plaît, faites que je me réveille. Pendant que je sombrais dans l'inconscience, mon téléphone était enfermé dans un sac en plastique de l'hôpital, silencieux et oublié. De l'autre côté de la ville, à une table de brunch bruyante pleine de rires et de verres qui tintent, Vanessa rejetait ses cheveux en arrière et commandait un autre verre, totalement inconsciente que son monde était sur le point de basculer. Faisons un saut, juste un instant, dans la matinée de Vanessa. Elle était assise à une table de brunch chic avec ses amis, lunettes de soleil sur le nez, souriante, prétendant que tout dans sa vie était parfait. Son téléphone a vibré sur la table, un numéro inconnu. Elle a levé les yeux au ciel et a répondu « Allô ». Une voix d'homme s'est fait entendre, calme mais sérieuse. Est-ce bien Vanessa Green? Ici le docteur Alvarez. Je vous appelle au sujet de votre sœur qui est actuellement en salle d'opération. Son sourire s'est figé. Quoi? Pourquoi? Elle n'était pas censée y aller, a-t-elle dit. Il l'a interrompu doucement. Il y a eu une complication inattendue. Nous nous en occupons, mais je devais parler à son contact d'urgence. La main de Vanessa tremblait. Ses amis se sont tus, regardant son visage se vider de toute couleur. Quelle complication, a-t-elle murmuré. Le docteur Alvarez a expliqué la gravité de mon état, à quel point les scanners étaient mauvais, à quel point les retards avaient été dangereux. Il a ajouté, elle a mentionné qu'elle avait failli annuler à cause de la pression pour garder des enfants. J'espère que ce n'était pas le cas. Vanessa a fermé les yeux. La culpabilité l'a frappée comme un raz-de-marée. Elle avait autant besoin de cette opération? Oui, a-t-il dit. Êtes-vous en mesure de venir à l'hôpital au cas où des décisions devraient être prises? Toute la tablée la regardait. Vanessa n'a même pas répondu. Elle a juste attrapé son sac et a couru. Vanessa a conduit plus vite qu'elle n'aurait dû, le cœur battant, la respiration saccadée. Chaque feu rouge lui semblait une punition. Chaque mot du médecin rejouait dans sa tête comme un couteau. Elle est arrivée sur le parking de l'hôpital et s'est précipitée à l'intérieur, scrutant chaque pièce, chaque couloir jusqu'à ce qu'elle aperçoive papa assis dans la salle d'attente. Ses coudes reposaient sur ses genoux, ses mains sur son visage. Papa, a-t-elle murmuré. Il a levé les yeux, rouge, le visage fatigué. Oh, a-t-il dit doucement. Tu es là. Quand il s'est levé, la déception a envahi son expression. Il m'a tout raconté, a-t-il dit. Comment as-tu pu la traiter comme ça? Comme une babysitter au lieu de ta sœur. Les lèvres de Vanessa tremblaient. Papa, je ne savais pas, maman disait qu'elle exagérait. Papa a secoué la tête. Ta sœur aurait pu perdre bien plus que sa santé à cause de ses retards. Vanessa a ouvert la bouche, mais aucune excuse n'est sortie. Pas une seule. Ils se sont assis ensemble dans un silence pesant, attendant. Attendant des nouvelles qu'aucun d'eux ne voulait imaginer. Pour la première fois depuis des années, Vanessa a ressenti quelque chose qu'elle ne s'était jamais permis de ressentir auparavant. La peur. Une peur réelle et écrasante. La peur de perdre la sœur qu'elle avait tenue pour acquise toute sa vie. Quand j'ai ouvert les yeux, tout était flou. Des lumières vives, des bips doux, la faible odeur de désinfectant. Mon corps était lourd, comme si je m'enfonçais dans le matelas. J'ai cligné lentement des yeux jusqu'à ce que la pièce devienne nette. Une main tenait la mienne. Rugueuse, familière, chaude. Papa. Il avait la tête baissée, les yeux fermés. Je pouvais l'entendre murmurer quelque chose comme une prière tremblante. Mes lèvres se sont entr'ouvertes. Papa. Il a relevé la tête brusquement. Ma puce, a-t-il soufflé, le soulagement inondant son visage. Dieu merci. Il m'a serré la main comme s'il avait peur de lâcher prise. C'est alors que j'ai remarqué un mouvement dans le coin de la pièce. Vanessa. Elle était assise, recroquevillée sur une chaise, le mascara avait coulé, serrant un dessin froissé. Les crayons de ma nièce formant une image tremblante de Tati à l'hôpital.
Elle ne ressemblait en rien à la femme qui avait déposé ses enfants sur mon canapé et était partie en trombe pour un voyage amusant. Elle avait l'air effrayée et honteuse. Quand elle a croisé mon regard, elle a tressailli. « Tu es là ?» ai-je murmuré, la voix cassée. Son visage s'est décomposé. « Je ne savais pas » a-t-elle dit doucement, comme si elle avait peur de parler trop fort. Papa m'a caressé doucement les cheveux. « Nous sommes tous les deux là » a-t-il dit. Nous ne partons pas. Pour la première fois depuis des jours, je me sentais en sécurité, mais aussi terriblement exposé, car maintenant il connaissait la vérité. Vanessa s'est levée rapidement et s'est approchée de mon lit. Ses mains tremblaient pendant qu'elle parlait. Je suis tellement désolée, a-t-elle dit d'un trait. J'étais terrifié quand le médecin a appelé. Je ne savais pas que c'était si grave. Je te jure que je ne savais pas. Elle a continué, les mots sortant rapidement, confus, plein d'émotion. Je suis ici depuis des heures. Je ne pouvais plus respirer quand il a dit complications. Je n'arrêtais pas de penser, et si quelque chose arrive? Et si je n'ai jamais l'occasion de m'excuser? Sa voix s'est brisée. J'écoutais en silence, mais quelque chose clochait. Pas faux, juste incomplet. Comme si ses excuses visaient plus à soulager sa propre culpabilité qu'à comprendre ma douleur. Je n'ai jamais voulu te mettre en danger, a-t-elle répété. J'étais juste stressé et maman n'arrêtait pas de dire que tu exagérais. La porte s'est ouverte. Le docteur Alvarez est entré. Il a jeté un regard à Vanessa, les yeux gonflés, l'expression paniquée, puis à moi. Bien, vous êtes réveillé, a-t-il dit doucement. Mais son regard s'est ensuite durci. Je pense que nous devons parler, a-t-il ajouté, entrant complètement dans la pièce. Vanessa s'est essuyé le visage. Papa s'est redressé, et j'ai senti un nœud se serrer dans mon estomac. Parce que cette discussion n'allait pas porter sur la culpabilité, elle allait porter sur la réalité. Le docteur Alvarez a tiré une chaise, son visage sérieux mais calme. Je veux que tout le monde comprenne exactement ce qui s'est passé, a-t-il commencé. Et ce qui a failli se passer. Vanessa a dégluti avec difficulté. Papa s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. Le médecin les a regardés directement. L'état de votre sœur s'est considérablement aggravé. Nous avons trouvé une inflammation interne bien au-delà des scanners de l'année dernière. Si elle avait annulé à nouveau, les dommages auraient pu être permanents. La main de Vanessa s'est portée à sa bouche. La mâchoire de papa s'est crispée. Le docteur Alvarez a continué, la voix stable. Elle souffrait énormément depuis des mois. Une douleur qu'elle a minimisée. Une douleur qui n'aurait jamais dû être ignorée. Vanessa a de nouveau fondu en larmes, mais il ne s'est pas arrêté. J'ai également été informé qu'elle a failli annuler ce matin en raison de pression familiale pour garder des enfants. Ses sanglots se sont intensifiés. Mais soyons clairs, a-t-il dit fermement. Elle courait un risque réel. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Papa s'est frotté le visage avec les deux mains. Je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était si grave. Vanessa a murmuré, je suis tellement désolé. Je n'avais pas compris. Le médecin s'est tourné vers moi. Vous aurez besoin de mois de convalescence avec peu de stress, a-t-il dit. Pas d'obligation, pas de pression, pas de tension émotionnelle. Puis il a de nouveau regardé ma famille. Si vous ne pouvez pas respecter ces limites, je ferai intervenir un assistant social pour m'assurer qu'elle n'est pas poussée à retarder à nouveau ses soins. La pièce est devenue silencieuse. Pour une fois, complètement silencieuse. Quand j'ai finalement été autorisé à sortir et ramené à la maison, je me déplaçais lentement, chaque pas envoyant une douleur sourde dans mon corps. Papa m'a aidé à m'installer sur le canapé avec des couvertures et des oreillers avant de partir chercher des médicaments. Puis j'ai vérifié mon téléphone. Il s'est allumé instantanément. Des centaines de messages, de la famille, des cousins, même des voisins, tous demandant ce qui s'était passé. Tous inquiets. Maintenant, ils étaient inquiets. C'était étrange, comme si le monde s'était soudainement inversé. Maman m'a aussi envoyé un message. Concentrons-nous sur la guérison et oublions ce drame. Oublier, comme si oublier effacerait les années de dédain, comme si je pouvais oublier le matin de mon opération. J'ai fixé l'écran vide de la conversation de groupe. Pendant des années, j'étais restée silencieuse,
J'avais maintenu la paix, je m'étais faite petite. Mais maintenant, j'en avais fini de me réduire. Alors j'ai tapé un long message. Calme, clair. J'ai expliqué exactement ce qui s'était passé, comment je m'étais senti, ce que le médecin avait averti, et les limites que je fixais. Fini le babysitting de dernière minute. Fini la culpabilité concernant ma santé. Fini de parler de moi au lieu de me parler. Fini d'être le plan d'urgence de la famille. Mon pouce a survolé le bouton envoyer. Mon cœur s'est emballé. Puis j'ai appuyé. Le message a volé dans la conversation et tout a changé. Les retombées ont commencé en quelques secondes. Mon téléphone vibrait comme s'il était vivant. Certains membres de la famille se sont excusés. D'autres ont blâmé un malentendu. Quelques-uns ont dit qu'ils ne réalisaient pas que c'était si grave. Maman m'a appelé en privé. Tu m'as fait passer pour une mauvaise mère, a-t-elle sifflé. Pourquoi mêler toute la famille à des affaires privées? Des affaires privées? Il m'y avait mêlé les premiers. Je ne me suis pas battu. J'ai juste dit que j'avais dit la vérité et j'ai raccroché. Puis une notification est apparue. Vanessa avait quitté la conversation de groupe. Pas de message, pas d'explication. Une seconde plus tard, un texto privé d'elle est arrivé. Je dois te dire quelque chose sur ce que maman a toujours dit à ton sujet. Ma poitrine s'est serrée. Quelque chose de froid et de lourd s'est installé en moi, car soudain, tout prenait sens. Toutes ces années de mépris, la culpabilité, la pression, la façon dont tout le monde me traitait comme si j'étais dramatique, peu fiable, enfantine, ou malade pour attirer l'attention. Il y avait une histoire sur moi que je n'avais jamais entendue. Et Vanessa était sur le point de la révéler. Mes doigts tremblaient en répondant. Qu'est-ce que tu veux dire? Sa réponse est venue presque instantanément, et la vérité m'a frappé plus fort que n'importe quelle opération n'aurait jamais pu le faire. Le message de Vanessa est arrivé en plusieurs courtes rafales, comme si elle était trop nerveuse pour tout taper d'un coup. Je dois être honnête. Maman a dit des choses sur toi pendant des années, des choses qui n'étaient pas vraies. Mon estomac s'est tordu. J'ai tapé, quelle chose? Sa réponse a été comme un coup de poing. Elle m'a dit que tu exagérais la douleur, que tu faisais semblant d'être malade pour éviter les responsabilités, que tu étais trop sensible et que tu voulais toujours attirer l'attention. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. C'était donc pour ça. C'était pour ça que Vanessa me rabaissait toujours. Pourquoi maman n'a jamais pris mes symptômes au sérieux? Pourquoi les proches levaient les yeux au ciel quand je disais que je ne me sentais pas bien? Ce n'était pas que j'avais échoué à gagner leur respect. On leur avait appris à ne pas me le donner. Vanessa a envoyé un autre message. Je l'ai cru. J'ai tellement honte. La façon dont le médecin a parlé de toi aujourd'hui, c'était la première fois que j'entendais quelqu'un te défendre comme ça. Mon cœur me faisait mal, pas seulement à cause de la blessure, mais à cause des années passées à être incomprise par les personnes qui étaient censées me connaître le mieux. Pendant un long moment, je n'ai pas répondu. Je suis juste resté allongé là, dans la pièce silencieuse, le doux bourdonnement de mon corps en guérison me rappelant quelque chose de nouveau. Il ne s'agissait pas seulement de babysitting. Il s'agissait d'une histoire écrite sur moi sans ma permission. J'ai finalement répondu, « Pourquoi ne m'as-tu jamais demandé ?» Vanessa a répondu presque instantanément. Parce que maman a toujours l'air si sûre d'elle. Et honnêtement, c'était plus facile de croire que tu dramatisais que d'accepter que nous te laissions tomber. Son honnêteté me brûlait, mais elle a aussi fait voler quelque chose en éclats. Pas le pardon, mais la compréhension. Elle a continué, je t'ai utilisé comme filet de sécurité. Depuis 4 ans. Chaque fois que maman me disait que ça ne te dérangerait pas d'aider, je la croyais. Je ne voyais même pas à quel point c'était injuste. J'ai reposé ma tête contre l'oreiller, les yeux me piquant. Depuis combien de temps ça dure, me suis-je murmuré. Probablement toute ma vie. Un autre message est arrivé. Te voir dans ce lit d'hôpital, entendre le médecin parler des risques, ça m'a brisé. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé ces mots s'imprégner. Douloureux, lourd, mais étrangement libérateur. Je suis en colère, ai-je tapé. Je suis blessé. Je fais le deuil de choses que je ne savais même pas avoir perdues. Je sais, a-t-elle répondu. Je ne te demande pas de me faire sentir mieux. Je dis juste la vérité pour une fois.
Et pour la toute première fois, je n'ai pas essayé de la réconforter. Je n'ai pas adouci mon ton. Je ne me suis pas diminué. J'ai laissé la vérité s'installer entre nous, réelle et brute. Pendant des jours, je suis resté au lit à penser à tout. Ma santé, ma famille, les mots du médecin, la confession de Vanessa. Plus j'y pensais, plus cela devenait clair. Je ne voulais pas d'une vengeance bruyante. Je voulais une liberté tranquille. Pas d'éclat dramatique, pas de moment jeté bien nu, juste du changement. Alors, j'ai écrit à Vanessa, si tu veux vraiment que les choses soient différentes, cela ne peut pas se produire uniquement quand tu as peur. Elle l'a lu tout de suite. Dis-moi ce dont tu as besoin. J'ai pris une profonde inspiration. Arrête de me traiter comme une garderie d'urgence. Engage de l'aide. Planifie à l'avance. Et ne t'attends pas à ce que je règle ta vie quand tu ne règles pas la tienne. Elle a répondu, c'est fait. Aussi, ai-je ajouté. Arrête de laisser les vieilles histoires de maman façonner la façon dont tu me vois. Contredis-la quand elle dit des choses qui ne sont pas vraies. Une longue pause. Puis, je le ferai, même si elle se met en colère. Mon incision me lançait alors que je me redressais. J'ai besoin d'espace, ai-je écrit. Un véritable espace pour guérir de l'opération et de tout ça. Sa réponse fut calme, presque petite. Je te donnerai de l'espace. Et quand tu seras prête, je te prouverai que je t'ai entendu. Pour une fois, j'ai cru qu'elle le pensait. Mais je savais aussi que croire n'était pas la même chose qu'oublier. Cette partie de ma guérison prendrait du temps. Des semaines ont passé. Puis des mois. J'ai maintenu mes limites fermement, même quand c'était inconfortable. Je suis allé à mes rendez-vous de suivi. J'ai commencé une thérapie. J'ai dormi plus. J'ai dit non sans longues excuses. Chaque invitation à une réunion de famille venait avec une petite pointe d'appréhension, mais je n'y allais que si je savais qu'on ne s'attendrait pas à ce que j'aide. Myriam est devenue mon plus grand soutien, m'aidant à traverser les jours difficiles et célébrant les petites victoires. Vanessa envoyait des textos parfois, des choses simples comme « je pense à toi » ou « j'espère que la journée n'est pas trop douloureuse ». Mais elle ne demandait pas de babysitting. Elle ne me culpabilisait pas, n'insistait pas. Un jour, après un long rendez-vous de suivi, je suis sorti, fatigué mais fier. Je guérissais, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Puis je me suis figé. Vanessa se tenait près de la sortie. Elle avait l'air nerveuse, tenant ses clés de voiture dans une main et une petite enveloppe dans l'autre. J'ai libéré toute ma journée, a-t-elle dit à voix basse. Je suis juste là pour te ramener à la maison. Et si tu veux, pour écouter. J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. Pour une fois, je ne sentais pas de pression, juste une présence. Peut-être que c'était ça, la responsabilité. Peut-être que c'était ça, le changement. Le trajet de retour a été silencieux jusqu'à ce que j'ouvre l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite, brouillonne, tachée par endroits comme si elle avait pleuré en écrivant. Elle admettait tout. Comment elle s'était servie de moi. Comment elle s'était appuyée sur moi au lieu de faire son propre travail. Comment elle avait laissé maman la convaincre que j'étais plus faible, dramatique, pratique. Comment elle ne s'était jamais demandé pourquoi j'étais toujours fatiguée, toujours souffrante, toujours à me dépasser. Puis elle a écrit quelque chose qui m'a serré la gorge. J'ai failli ruiner ton avenir. Je ne mérite pas le pardon, mais je gagnerai ta confiance, une décision à la fois. Elle a énuméré des mesures concrètes qu'elle avait déjà prises, engager une nounou à plein temps. Dire la vérité à la famille sur mon état. Corriger quiconque me traitait de dramatique. Établir de nouvelles limites avec maman. Planifier sa vie sans supposer que je comblerais les vides. Elle ne demandait pas une proximité immédiate. Ne suppliait pas pour que les choses redeviennent normales. Elle demandait simplement une chance de montrer qu'elle changeait. J'ai regardé par la fenêtre, mon cœur battant lentement et régulièrement. Ma vengeance n'était pas de détruire sa vie. C'était de choisir enfin la mienne. J'ai perdu mon rôle de bonne sœur altruiste, ai-je dit doucement. Mais j'ai gagné ma santé, ma voix, et peut-être un jour, une sœur qui me voit vraiment. Et pour la première fois, cela me semblait suffisant.